Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion des stocks Anagesa commenceront désormais à être vendues à partir de lundi prochain à raison de 1200 francs le kilo. Le ministère de l'Agriculture annonce que les commerçants ne sont pas autorisés à acheter cette récolte. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Nous allons également vous parler de cette campagne en ophtalmologie du ministère de la Santé. 500 patients souffrant de cataracte seront opérés à l'hôpital Prince-Régent-Charles pendant 7 jours. À partir de demain, cette activité sera menée dans d'autres hôpitaux l'année prochaine, ont-ils informé. Les détails, plus de détails plutôt, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les récoltes de maïs collectés par l'Agence nationale de gestion des stocks Anagesa commenceront désormais à être vendues à partir de lundi prochain à raison de 1200 francs le kilo. Chaque citoyen aura droit à 50 kilos. Annonce faite ce vendredi par Prosper Dodico, secrétaire permanent au ministère en charge de l'agriculture. Il précise que les commerçants ne sont pas autorisés à acheter cette récolte. Suivez Prosper Dodico, traduit par notre confrère Jean-Marie Mayonga. Ubu rero leta mvyeyi kandi leta nkozi imaze kwihweza iduga ry'ibiciro ry'ibigori ku masoko muri ino minsi. Le gouvernement, après avoir fait des analyses sur la hausse des prix de maïs sur les marchés, dans ces jours-ci, il a décidé de vendre les récoltes collectées pour faciliter la population en les vendant au prix abordable à partir de lundi prochain, le 28 novembre 2022. Toute personne qui veut acheter viendra avec une somme de 1200 francs. Dans le but d'aider les petits consommateurs, personne ne va pas dépasser 50 kilos et l'activité se fera à partir de 8 h du matin jusqu'à 14 h de l'après-midi et chaque famille sera représentée par une seule personne. L'acheteur va venir avec son sac et on profite de cette occasion pour demander à l'administration et la police de suivre de près le déroulement de cette activité. La récolte sera vendue dans les communes où il y a eu production. Seuls les citoyens sont autorisés à acheter ces récoltes et non les commerçants. Un délai de 2 semaines a été donné pour que les citoyens burundais trouvent de quoi à manger. Au marché, le prix du kilo du maïs était à plus de 2000 francs. Seul le simple citoyen va acheter et les commerçants viendront après avoir terminé la vente aux simples citoyens. Abacuruza nabo bazoza gushikirwa mu nyuma ari uko abenegihugu bahejeje. Page santé maintenant, les données statistiques pour cette année 2022 montrent que 92% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur état sérologique et parmi elles, 90% sont sous traitement antirétroviral. Dr Aimé Daïdé, directeur du programme national de lutte contre le sida, l'a dit ce vendredi lors d'un atelier média de préparation de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Suivez-le. Le Burundi a déjà atteint les 3,90 en 2020. Et les 90 signifiait que le premier 90 disait qu'il faut qu'au moins 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent les statuts sérologiques. Et le deuxième disait qu'il faut qu'au moins 90% de ces personnes qui connaissent les statuts sérologiques soient sous traitement antirétroviral. Et le troisième disait qu'il faut qu'au moins 90% de ces personnes qui sont sous traitement antirétroviral aient une charge virale indétectable. Et à ce niveau, donc le Burundi a déjà atteint ce stade. Où est-ce que le Burundi est par rapport à l'atteinte de ces 3,95 ? Maintenant, selon les données récentes, c'est que nous arrivons à environ 92% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Vous comprenez qu'il reste 3% ou plus pour que nous puissions y arriver. Et par rapport au deuxième 95,
Et maintenant, 99,8% de ces personnes vivant avec le VIH qui connaissent le statut sérologique, ils sont sous traitement antirétroviral. Donc c'est presque la quasi-totalité des PVH sont déjà sous traitement. Et pour le troisième 95, c'est environ 92% de ces personnes sous traitement antirétroviral, ils ont une charge virale indétectable. Donc vous voyez que nous sommes sur la bonne voie, en espérant que si nous accélérons, nous allons y arriver. Toutefois, quand on entre en détail, nous notons qu'il persiste encore certaines disparités, certaines contraintes. Déjà, par rapport au premier 95, par rapport aux enfants de moins de 15 ans, nous sommes encore en arrière, du moment où chez les plus de 15 ans, nous arrivons à 96%, nous sommes aux environs de 39% chez les enfants de moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire par rapport au dépistage de ces enfants de moins de 15 ans. Et l'autre aspect, c'est que par rapport aux nouvelles infections, c'est vrai, les nouvelles infections, comme vous l'avez vu, elles vont en diminuant, mais nous constatons qu'elles sont présentes dans 35% des cas chez les enfants de 0 à 4 ans. Ceci témoigne de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc, il y a des efforts à faire. Il y a encore des mamans qui sont en train de transmettre le VIH chez les enfants parce que vous voyez que les nouvelles infections sont présentes à la hauteur de 35% chez cette catégorie. Et toujours en page santé, 500 patients souffrant de cataracte sont opérés à l'hôpital français Jean-Charles durant la deuxième campagne ophtalmologique de 7 jours organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'association BENA engagée dans la promotion de la culture et le développement. Lors du lancement officiel de cette campagne ce vendredi, le président de la dite association, Isaac Habimana, a précisé que cette activité sera menée dans d'autres hôpitaux l'année prochaine. Suivez-le. Notre association BENA pour la culture et le développement est une association dont la majorité sont des étrangers, venant majoritairement de l'Arabie Saoudite, mais qui aiment bien le Burundi et les Burundais et pensent toujours à leur bien-être. Ceci se démontre par les multiples projets et réalisés dans différentes provinces du pays et dans différents domaines aussi, notamment le domaine éducatif, là où nous avons plusieurs écoles, et le domaine culturel, le domaine aussi de développement, là où nous avons créé des puits d'eau pour aider la population. Notre association intervient aussi dans le domaine sanitaire. L'année passée, nous avons organisé une campagne comme celle-ci qui a opéré 400 cas de cataracte et ça s'est passé à l'hôpital Roi Khaled ici à Bujumbura. Nous avons participé et contribué à la tenue de la campagne de chirurgie de cataracte. Encore ici même à cet hôpital ici, à la célébration de la journée mondiale de la vue. J'aimerais bien me limiter là, mais sachez bien qu'il y a des projets qui ont été réalisés. Il y en a d'autres aussi qui sont en cours de réalisation et d'autres aussi au futur. Le Burundi n'a pas encore mis en place la politique nationale concernant l'usage de la drogue et cela est un des défis majeurs selon l'expert en réduction des risques liés à l'usage de drogue. Richard Manirakidza indique que cela handicape la coordination des activités dans ce secteur. Il a annoncé cette semaine lors d'un atelier de restitution sur l'état des lieux de la consommation de la drogue au Burundi. Suivez-le. Le premier défi est l'absence d'une politique nationale sur la problématique d'usage de drogue. Mais nous reconnaissons que le gouvernement a fait des efforts louables pour apporter des solutions à cette problématique. Depuis quelques années, la problématique d'usage de drogue est prise en compte dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et cette problématique est aussi prise en compte dans la demande des subventions adressées au Fonds mondial. Donc, la mise en œuvre des interventions prend en compte la problématique de l'usage de drogue, ce qui est déjà un pas pour le pays. Nous demandons à l'État de
mettre en place une politique nationale sur la problématique d'usage de drogue qui servirait d'orientation aux intervenants et qui guiderait tout acteur dans le domaine à mieux agir conformément aux recommandations, aux orientations du gouvernement. Une autre chose qu'on demande, c'est l'accélération des interventions de prévention, surtout de prévention de consommation précoce, parce qu'on a constaté que les enfants, les moins de 15 ans, commencent à consommer de la drogue. Donc il faut qu'il y ait des interventions allant dans le sens de prévenir l'usage de drogue au bas âge, parce que c'est là d'où découle la dépendance quand il arrive à l'âge adulte. Et la sensibilisation aussi devrait s'adresser aux leaders communautaires. Quand je parle de leaders communautaires, je parle des organisations, je parle de l'appareil administratif, je parle des confessions religieuses, des professionnels des médias. Tout acteur des interventions en matière d'usage de drogue doivent privilégier l'approche multisectorielle. Et à Rumongue, toutes les activités en cours sur le site baptisé Nkurunziza City, assise à la colline Gatete, ont été suspendues cette semaine. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, a pris cette décision après des dénonciations publiques des cas d'injustice dans l'aménagement de ce site. Jean-Pierre Misago. Ce terrain dont il est question s'étend sur 65 hectares et se trouve sur la colline Gatete de la commune et province Rumongue. Après les éclaircissements sur l'origine du projet d'aménagement de ce terrain en un village baptisé Nkurunziza City par Benjamin Bikolimana à la tête de ce projet, certains participants dans cette rencontre ont affirmé avoir été consultés et en sont satisfaits. D'autres ont dénoncé la violation des contrats par Bikolimana ou ont dû se résigner de peur de tout perdre après l'appellation Nkurunziza City attribuée à ce site, ou encore ont carrément refusé de signer les contrats. Ceux qui se disent lésés demandent d'être rétablis dans leurs droits. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, lors de sa descente sur ce site, a ordonné l'arrêt immédiat de tous les travaux sur ce site en attendant de nouvelles orientations par rapport à ce site, des orientations qui vont bientôt tomber selon le gouverneur de Rumongue. Par ailleurs, cette autorité provinciale a annoncé le remplacement des jeunes civils qui assuraient la garde de ce site par des éléments de force de l'ordre. Quant à Benjamin Bikolimana, le gouverneur de Rumongue a ordonné l'accélération des travaux de reconstruction de 2 maisons récemment démolies dans ce site afin de les remettre à leurs propriétaires dans les délais fixés par le comité provincial de sécurité. Ce site a été la 3e place visitée ce lundi après la plage et le port commercial de la ville de Rumongue afin de mettre en application les recommandations du Premier ministre burundais lors de sa récente descente dans cette province. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.